Il était une fois une chèvre qui, contre toute attente, se présenta aux élections municipales d'une petite ville isolée et, à la surprise générale, remporta la victoire. Mais ce n'était pas tout, le nom d'un résident local de cette région mystérieuse dépasse largement les limites d'un simple prénom ou nom, atteignant une longueur inimaginable de plus de 2000 caractères. Cette particularité étonnante s'accompagne d'une autre réalité tout aussi incroyable. Il existe dans cette région un endroit si oublié qu'il disparaît régulièrement des cartes du monde, comme s'il était à la limite de l'oubli ou de l'insignifiance géographique. Cela peut sembler relever de la pure fiction, mais en réalité, ce n'est absolument pas le cas. Nous sommes en présence d'une nation insulaire, aux contours habilement façonnés, qui combine avec finesse un ensemble de bizarreries d'une beauté à couper le souffle, déployant un paysage aussi étonnant que déconcertant. Dans ce pays hors du commun, ceux qui recherchent des sensations fortes sautent en parachute pour le plaisir, défiant la gravité et la peur. Les habitants, pour leur part, utilisent un langage souvent obscène, non pas par méchanceté, mais comme un signe de ponctuation, une façon de s'exprimer avec un esprit décalé. Noël y est davantage associé au soleil qu'à la neige, illustrant à quel point cette culture est déliée des traditions habituelles et profondément ancrée dans une réalité à la fois étrange et fascinante. C'est un pays où le règne incontesté appartient aux moutons, où les vents soufflent avec une puissance telle qu'ils façonnent le destin de ses habitants, et où il faut un courage hors norme pour élire des dieux boucs en tant que dirigeants, symbole d'un pouvoir à la fois satirique et sérieux. En somme, cette terre est peut-être la plus étrange de toutes celles que l'on peut rencontrer sur notre planète. Peut-être devrions-nous simplement accepter cette réalité singulière, car la vérité est souvent plus surprenante que la fiction. Et pour le prouver, voici 15 faits étonnants qui attestent que la Nouvelle-Zélande ne ressemble en rien à aucun autre endroit sur Terre, à commencer par le numéro 15, qui est tout simplement incroyable. Quand une chèvre est-elle devenue présidente? Est-ce même possible qu'un animal de ferme dirige une ville? Dans l'un des cas les plus insolites de cette histoire insulaire, c'est une chèvre qui a acquis le surnom de « président » et est devenue une véritable célébrité locale, non pas par une élection officielle, mais par une reconnaissance informelle et symbolique. Cette chèvre a été choisie comme figure de proue lors d'élections fictives organisées chaque année dans la petite localité de Wangamamona, une colonie isolée qui, en 1989, s'était déclarée république en guise de protestation ludique contre le changement des frontières régionales. Depuis cette date, les habitants de cette région ont maintenu cette tradition, en organisant chaque année des élections fictives dans le cadre des festivités de la Journée de la République. Au fil des années, ces scrutins ont vu défiler des candidats aussi variés que des leaders politiques, des chiens ou même cette chèvre devenue symbole de la contestation et de la créativité communautaire. La présidente chèvre, qui a occupé ces fonctions pendant une année, est rapidement devenue une figure emblématique, appréciée par plusieurs dizaines d'habitants, jusqu'à ce qu'elle soit suspendue pour avoir mangé de nombreux documents officiels, un véritable acte de rébellion comique contre la bureaucratie. Depuis lors, la fête de la République est devenue un événement d'envergure, attirant chaque année des milliers de touristes désireux d'assister à ces célébrations hors normes, où l'on peut obtenir un tampon sur son passeport pour Wangamamona et participer à cette joyeuse mascarade. Ce n'est pas simplement une plaisanterie. C'est aussi un symbole de l'esprit ludique et du fort sentiment d'appartenance qui unit cette communauté si particulière. Où ailleurs peut-on voir une chèvre porter un badge de maire et mâcher des papiers comme si elle discutait de politique publique? Ici, tout est possible, et ce n'est que le début d'une série d'étonnements. Passons maintenant au numéro 14, la question de savoir si un homme peut porter un nom composé de plus de 2000 caractères. La réponse est oui, et cela s'est réellement produit. Dans les années 90, un ancien habitant de cette région singulière en Nouvelle-Zélande a décidé de changer son nom officiellement, adoptant une longueur de nom si extrême qu'il est difficile de résumer à quel point l'histoire de ce nom, composée de fragments issus de la mythologie grecque, d'empereurs romains célèbres, de légendes arthuriennes et même de fantasmes personnels, est fascinante et complexe. Ce nom, d'une longueur précise de 85 mots, s'étire sur une ligne qui dépasse de peu une seule ligne de texte, mais il continue, telle une légende en constante expansion, à grandir et à s'enrichir au fil du temps. Ce n'est pas tout à fait 2000 mots, mais cette histoire, à sa manière, ne cesse de s'étoffer, de se transformer, de prendre de l'ampleur, comme si elle vivait sa propre vie. Dans ce nom extraordinaire, on retrouve des références à des héros légendaires tels qu'Hercule, à des figures mythiques comme Xexa, ou encore à des figures de la royauté chevaleresque comme Cœur de Lion,
ce qui donne une dimension épique et mythologique à cette construction linguistique. Son apparence évoquait presque un vieux parchemin mythologique, avec des lettres qui semblaient avoir été gravées dans la pierre ou écrites à la main par un scribe antique. Cependant, cette longévité et cette complexité ont rapidement posé problème. Le nom était si impraticable qu'il a fallu le couper, le tronquer, pour qu'il puisse entrer dans les documents officiels. Malgré cette nécessité pratique, Georges, le créateur de cette œuvre linguistique, n'a pas changé d'avis. Il a fermement refusé de réduire la grandeur ou la complexité de son nom, considérant cette œuvre comme une véritable expression de liberté, de créativité et surtout d'individualité. Pour lui, ce nom n'était pas simplement une suite de mots, mais une déclaration, une manière de montrer au monde qu'on pouvait repousser les limites de la convention. Ce nom, avec ses multiples références mythologiques et historiques, a été reconnu par le livre Guinness des records comme étant le plus long nom jamais inscrit officiellement. Même si cette histoire peut paraître presque comique, elle reflète en réalité un phénomène profond et révélateur, l'incroyable degré d'individualisme qui prédomine dans cette partie du monde. Après tout, pourquoi se contenter d'un nom ordinaire ou banal, quand on peut devenir une véritable légende à travers une simple dénomination? Et si l'on pousse plus loin cette réflexion, il en va de même pour une personne ordinaire. Pourquoi ne pas envisager de devenir la propre légende de sa vie? Qu'attend-on pour écrire sa propre histoire, pour se faire une place dans cette vaste mosaïque qu'est le monde? D'autant plus dans un pays qui, à force d'être oublié, semble souvent effacer des cartes géographiques, comme un secret bien gardé ou une énigme non résolue. Le numéro 13, par exemple, évoque ce pays mystérieux qui, sans faire de bruit, disparaît des cartes, des manuels scolaires, des globes terrestres, et même des expositions dans les musées. Comment un pays entier peut-il tout simplement s'évaporer, sans qu'une guerre, une catastrophe ou une désintégration officielle ne soit à l'origine de cette disparition? La réponse réside souvent dans le silence, dans cette invisibilité volontaire ou involontaire qui le maintient en dehors des représentations traditionnelles. Cela arrive si fréquemment que les Néo-Zélandais ont fini par transformer cette situation en une sorte de blague nationale, une plaisanterie qui, bien qu'amusante, cache une réalité parfois désarmante. En vérité, il n'est pas du tout drôle d'être oublié, non seulement par une seule personne ou une seule organisation, mais par des dizaines, voire des centaines d'entités, allant des affiches IKEA aux supports visuels, en passant par des sommets internationaux ou même des sites web gouvernementaux. La Nouvelle-Zélande, ainsi, disparaît plus souvent qu'on ne pourrait l'imaginer, insérée et puis effacée des cartes du monde dans un jeu d'ombre et de lumière. Une publication virale sur la plateforme Reddit, intitulée « Cartes sans la Nouvelle-Zélande », a déclenché une vague de réactions, d'exemples et de réflexions. Beaucoup de ces exemples provenaient de grandes marques mondiales ou d'organisations internationales, toutes victimes de cette invisibilité involontaire. Ce phénomène est devenu si absurde qu'il a poussé le gouvernement néo-zélandais à lancer une campagne touristique humoristique, visant à remettre cette terre sur la carte. Cette campagne, intitulée « Remettez la Nouvelle-Zélande sur la carte », a été suivie par la participation de célébrités telles que l'acteur Rhys Darby ou la première dans cette région reculée, où la vie semble suivre ses propres règles, un mot de seulement 4 lettres a acquis une importance et une familiarité telle qu'il est désormais utilisé couramment, à égalité avec des termes comme ami ou merci. Il ne s'agit pas simplement d'un mot, mais d'un véritable symbole culturel, profondément ancré dans le quotidien des habitants. En Nouvelle-Zélande, cette petite expression est devenue un véritable élément de l'identité locale, un marqueur de leur manière de voir le monde et de communiquer. On peut l'entendre dans la conversation de tous les jours, que ce soit lors d'échanges informels, dans le cadre professionnel ou même dans les discours prononcés au Parlement. Le célèbre ancien député Konya Aravira, un jour, a déclaré en direct à la télévision que c'était un mot que tout le monde ici utilisait couramment, affirmant que cela représentait parfaitement la façon dont les Néo-Zélandais s'expriment. Et son observation était tout à fait juste. Ce mot, dont il est question, n'est pas destiné à choquer ou à provoquer, mais plutôt à servir d'outil pour exprimer une palette variée d'émotions. Qu'il s'agisse de colère, de joie, de sarcasme ou simplement d'un renforcement de ce qui est dit, il a évolué pour devenir une sorte de chiffre émotionnel, un indicateur de l'état d'esprit du locuteur. Une étude menée en 2020 a révélé que les jeunes néo-zélandais, en particulier, utilisent ce mot avec une fréquence plus grande que dans la majorité des pays anglophones. En effet, les normes de diffusion dans ce pays sont beaucoup plus permissives,
avec une censure médiatique nettement moins stricte que dans des régions plus conservatrices. Beaucoup d'habitants considèrent cette expression non pas comme une insulte, mais comme une manifestation sincère, une façon de communiquer avec franchise, authenticité et transparence. Certaines entreprises, notamment dans le domaine de la santé mentale, ont même utilisé ce mot dans leur campagne pour aborder des sujets importants, montrant à quel point il fait partie intégrante de leur culture. Cependant, malgré cette attitude détendue, le contexte dans lequel ce mot est employé reste crucial. Le respect et le ton employé dans la conversation jouent un rôle déterminant dans la compréhension et la réception de cette expression. Il ne faut donc pas être surpris si l'on l'entend dans une épicerie ou sur un sentier touristique, car dans cette société, la langue est souvent utilisée sans détour, sans filtre ni cérémonie. Les Kiwis, avec leur sincérité désarmante, parlent simplement, honnêtement, de cœur, ce qui leur permet d'établir des connexions authentiques, même dans les situations les plus ordinaires. Et puis, il existe un endroit si éloigné qu'on le qualifie souvent de plus solitaire de la Terre. Peut-être est-ce précisément cette solitude extrême qui confère à ce lieu tout son charme et sa singularité. La Nouvelle-Zélande, numéro 11 dans le classement des pays les plus isolés du globe, pourrait-elle réellement exister? Si éloignée que même Google a du mal à définir ses voisins, cette île située au cœur de l'océan Pacifique, à plus de 2000 km du continent le plus proche, est souvent considérée comme la nation la plus géographiquement isolée du monde. La proximité la plus remarquable de cette terre lointaine est l'Australie, distante d'environ 3 heures de vol, une distance qui, dans l'esprit de beaucoup, semble presque irréelle. Quant à l'Asie, à l'Afrique ou à l'Amérique, elles paraissent aussi lointaines que d'autres planètes, comme si la Nouvelle-Zélande se trouvait à la frontière du monde connu. Il y a longtemps, les marins l'appelaient Novaya la Zélande, la Nouvelle-Zélande, le bout du monde. Les anciens cartographes, quant à eux, ne l'incluaient pas toujours sur leurs cartes, non pas par négligence, mais parce qu'elle semblait tout simplement si éloignée, si inaccessible, qu'elle ne pouvait être considérée comme une partie du monde connu. Cet isolement extrême, loin d'être vide ou insignifiant, est en réalité une richesse. La Nouvelle-Zélande, ce qu'elle perd en proximité, le compense largement par la pureté de ses espaces. Grâce à certaines des lois de biosécurité parmi les plus strictes au monde, elle a réussi à maintenir un environnement extérieur presque intact, avec une intervention humaine minimale. La qualité de l'air y est parmi les plus basses en pollution sur la planète, et le ciel du Sud, avec ses nuits d'une clarté exceptionnelle, est devenu un lieu privilégié pour l'observation des étoiles. La nature y demeure préserve l'éloignement géographique ne se limite pas à façonner les paysages spectaculaires de la Nouvelle-Zélande. Il influence également profondément la mentalité et le comportement de ses habitants. La vision du monde que porte Kiwi, cette personne née dans ce pays lointain, est empreinte d'un calme résilient, d'une indépendance d'esprit et d'un désir sincère de résoudre les problèmes par ses propres moyens, sans recourir systématiquement à une assistance extérieure. Cette manière d'être, façonnée par la distance, a donné naissance à un concept qui, à première vue, semble simple, mais qui reflète une réalité bien plus riche. L'idée du numéro de fil, ou 8, en numérotation. Ce n'est pas un chiffre arbitraire, mais une métaphore tirée du fil de fer fin, autrefois utilisé pour réparer, bricoler ou réparer presque tout dans la vie quotidienne, parce qu'il n'y avait pas d'autres ressources ou d'autres moyens d'attendre de l'aide. La distance, qu'elle soit physique ou sociale, laisse donc une empreinte indélébile dans la culture locale. Les fuseaux horaires si décalés que les Néo-Zélandais plaisantent souvent en disant qu'ils vivent dans le futur, illustrent cette particularité. Ici, les tendances mondiales arrivent avec beaucoup de retard, voire ne parviennent pas à s'imposer du tout. Pourtant, c'est précisément cette séparation temporelle qui a permis à la Nouvelle-Zélande de développer un rythme et une voix propre, authentiques, en dehors du tumulte mondial. Dans un monde où la connectivité instantanée est devenue la norme, ce pays fièrement indépendant préserve une forme de distance qui n'est pas une faiblesse, mais une force. La Nouvelle-Zélande n'est pas en retard, elle est simplement belle dans sa solitude significative, dans sa capacité à se définir par sa différence. Ce respect de l'éloignement, loin d'être un refuge timide, devient une marque de distinction, une expression de liberté et d'authenticité. Ce contexte unique se reflète également dans la manière dont les relations sociales et personnelles sont abordées. La 10e position dans notre classement met en lumière une facette souvent méconnue de cette société. Les femmes néo-zélandaises n'ont pas peur de prendre l'initiative, de faire le premier pas. Si un jour,
Dans un bar ou lors d'une rencontre informelle, vous remarquez une personne avançant avec assurance vers vous, il ne faut pas vous étonner si ce n'est pas un homme. En Nouvelle-Zélande, les règles du romantisme ne sont pas seulement différentes, elles sont aussi parfaitement intégrées dans le quotidien. Il est tout à fait normal qu'une femme commence une conversation, propose un rendez-vous ou fasse preuve d'initiative dans une relation naissante. Ce comportement ne relève pas d'une tendance passagère ou d'une mode urbaine, mais constitue une partie intégrante de la confiance culturelle profondément enracinée dans la société kiwi. Cette confiance vient d'un passé historique fondamental. La Nouvelle-Zélande fut le premier pays au monde à accorder aux femmes le droit de vote, dès l'année 1893, bien avant la plupart des autres nations. Cette avancée politique, progressiste pour son époque, a permis de bâtir un réseau social où l'égalité et la respectabilité entre hommes et femmes sont la norme. Ici, personne n'attend passivement que l'on fasse le premier pas. Que ce soit pour utiliser une application de rencontre ou pour engager une conversation dans la vie réelle, il est tout à fait naturel que ce soit la femme qui prenne l'initiative. La passivité n'est pas encouragée, car elle pourrait plutôt semer la confusion ou susciter la méfiance plutôt que l'intérêt. La sincérité, l'honnêteté et le respect mutuel sont les piliers de toutes ces interactions. Cette confiance manifeste ne se limite pas au domaine sentimental, elle se retrouve aussi dans la vie professionnelle, politique et sociale. Depuis la première ministre Jacinda Ardern, qui a marqué le monde par sa sagesse et son leadership, jusqu'aux femmes qui occupent des postes de directrice, pilote ou pompière, la présence féminine est active, influente et totalement intégrée. Même les touristes, en découvrant cette société, perçoivent cette atmosphère particulière, cette absence de jeu de pouvoir ou de faux-semblants. Ici, la sincérité est valorisée, et la franchise n'est pas perçue comme une dureté, mais comme une norme rafraîchissante. Pour ceux qui sont habitués à des rôles de genre traditionnels, cette approche peut représenter une véritable révélation. L'initiative n'est pas seulement encouragée, elle est attendue et prévue. La société néo-zélandaise privilégie une. Que se passe-t-il lorsque la population de moutons dépasse celle des êtres humains par un facteur de 6? La réponse est simple. Cela évoque ce que l'on pourrait appeler le royaume des moutons. Mais existe-t-il réellement un endroit sur notre planète où le nombre de ces herbivores à fourrure est non seulement supérieur à celui des habitants, mais en quelque sorte dominant le paysage et la culture locale? La Nouvelle-Zélande, sans aucun doute, s'en rapproche de très près. Dans cette île lointaine, la population humaine ne dépasse pas un peu plus de 5 millions de personnes, tandis que le nombre de moutons y dépasse largement les 25 millions. Autrement dit, la densité ovine y est presque 6 fois plus grande que celle des résidents humains. Dans les années 80, ce rapport atteignait même 40 fois, une véritable saturation de moutons qui semblait presque irréelle. Bien que ces chiffres aient quelque peu diminué avec le temps, l'image demeure emblématique, symbole d'un mode de vie façonné par l'élevage ovin. Les vastes pâturages verts, s'étendant à perte de vue, offrent un spectacle saisissant. Des milliers de moutons, petits points blancs et duveteux, semblent flotter au-dessus des collines émeraudes comme des nuages vivants, accentuant cette impression de paysage idyllique, presque irréel. Ici, l'élevage de moutons ne constitue pas un simple cliché ou une activité secondaire, mais représente la pierre angulaire de l'économie nationale. La laine, la viande et les produits laitiers issus de ces élevages alimentent non seulement le marché intérieur, mais sont aussi exportés vers le reste du monde, contribuant à la renommée internationale de la laine néo-zélandaise, réputée pour sa qualité exceptionnelle. La présence massive de moutons sur tout le territoire ne se limite pas à une simple activité agricole, elle est profondément enracinée dans le patrimoine culturel et historique du pays. Se promener dans n'importe quelle région de cette île, c'est inévitablement croiser un troupeau traversant lentement la route, comme s'il s'agissait de leur propre territoire, leur faisant presque un cadeau de passage. Dans une certaine mesure, cette coexistence fait partie intégrante de la vie quotidienne. Le mouton, en tant qu'icône nationale, dépasse la simple identité locale pour devenir un véritable symbole. On le retrouve sur des cartes postales, dans des souvenirs, dans des sculptures, et même dans l'univers des musées, où l'on peut admirer des expositions entièrement consacrées à ces animaux ou à leur laine. La tonte des moutons, autrefois considérée comme une tâche fastidieuse, a été transformée dans cette région en un véritable sport, avec des concours de vitesse où les participants rivalisent pour voir qui pourra retirer la laine le plus rapidement, sous l'appellation de « concours de ciseaux d'or ». Mais le lien entre les humains et les moutons va bien au-delà de cette simple tradition ou de l'amusement.
L'élevage ovin a été un pilier fondamental lors du début de la colonisation, jouant un rôle crucial dans le développement économique et social de l'île. À bien des égards, c'est cette activité qui a façonné le paysage de l'île du Sud, transformant ses vastes étendues en un tapis vert parsemé de moutons. Même aujourd'hui, la laine de Nouvelle-Zélande continue d'être hautement appréciée à travers le monde, non pas seulement pour sa quantité, mais pour son patrimoine historique et culturel, symbolisant un savoir-faire transmis de génération en génération. Au-delà de l'aspect économique, ce patrimoine naturel constitue une véritable fierté nationale, représentant la résilience et le rythme de vie de ce pays insulaire. La présence de ces moutons, paisiblement ruminant dans les champs, est un rappel constant de l'histoire et de l'identité de la Nouvelle-Zélande. Et en parlant de paysages impressionnants, l'autre facette de cette île lointaine, c'est sa capitale, Wellington, qui détient le record mondial du vent le plus fort. La ville, située à l'extrémité sud de l'île du Nord, se trouve à la rencontre de la mer de Tasman et du détroit de Cook. Ici, le vent souffle avec une force si exceptionnelle qu'il faut souvent tenir sa tasse à deux mains, ou même ajuster son chapeau pour résister à la rafale. La vitesse du vent peut atteindre des pointes dépassant 60 km/h, soufflant plus de 178 jours par an, et lors des tempêtes, cette force peut atteindre des niveaux encore plus extrêmes. Ce n'est pas simplement une brise légère, mais une véritable manière de vivre. Il existe une ville ou peut-être un village, dont la particularité singulière est que ses habitants semblent mourir parapluie à la main. Ces objets, pourtant conçus pour résister à la pluie, se retournent si fréquemment qu'au fil du temps, leur inversion est devenue presque une étape incontournable, un rite de passage pour tous ceux qui vivent dans cette localité aux caprices météorologiques extrêmes. Malgré ce chaos ambiant, Wellington, la capitale de la Nouvelle-Zélande, parvient à se distinguer comme l'une des villes les plus appréciées, voire adulées, du pays. Son port, avec ses eaux brillantes et scintillantes, contraste magnifiquement avec les collines environnantes qui se déploient en un spectacle grandiose au lever du soleil. Les rues, quant à elles, s'animent constamment, débordant de cafés accueillants, de librairies pleines de charme, d'espaces d'art innovants et de studios de cinéma où naissent des visions créatives. Ce lieu, véritable cœur artistique et culturel, est souvent comparé à San Francisco, mais avec une touche locale unique. Ici, les vents puissants, semblables à des ouragans, soufflent avec vigueur, et le café latte, véritable symbole de convivialité, est encore plus délicieux, plus riche, plus réconfortant. Le climat sauvage de Wellington forge son caractère, insufflant à la ville une énergie indomptable qui alimente l'esprit de ses habitants. La vie dans cette cité exige à la fois souplesse, force et une bonne dose d'humour, car il faut savoir rire face aux tempêtes, se résigner ou mieux encore, s'adapter. Ceux qui vivent ici ne cherchent pas à fuir la nature, mais plutôt à entrer dans sa danse, à la défier, à la comprendre. Parce que dans cette capitale où les courants d'air sont légion, il ne s'agit pas simplement de se protéger de la tempête, mais de la danser, de la célébrer, de faire partie intégrante de son rythme effréné. Et puis, il y a ce pays où les aventures extrêmes ne sont pas exceptionnelles, mais font partie intégrante de la vie quotidienne, un véritable mode de vie. La Nouvelle-Zélande, ce pays de contrastes saisissants, est réputé pour ses sauts depuis des ponts vertigineux et ses vols audacieux depuis des avions, des activités qui, ailleurs, seraient considérées comme extrêmes, mais qui ici, sont devenues la norme, presque une routine du week-end. La 7e nation au monde, celle où la passion pour les sensations fortes est inscrite dans l'ADN national, voit dans chaque saut depuis un pont ou chaque plongée en parachute une véritable célébration de l'audace et du courage. Tout a débuté en 1988 lorsque Haji Hackett, un pionnier de l'aventure, ouvrit le premier site de parachutisme commercial, à savoir le pont de Kawarau, non loin de la petite ville de Cromwell. Depuis cette date, le pays s'est imposé comme un véritable terrain de jeu pour tous ceux qui ont soif d'adrénaline, un lieu où l'on peut s'élancer dans le vide depuis une hauteur de 15 000 pieds, ressentir la vitesse de 85 km/h lors d'un hors-bord traversant une gorge étroite, ou encore s'adonner à une multitude d'autres activités extrêmes. Une journée typique peut inclure des randonnées sur des glaciers, du ski depuis un hélicoptère, du rafting dans des eaux tumultueuses, ou encore des descentes en tyrolienne au-dessus de forêts luxuriantes, sans oublier les excursions sur des volcans actifs. Tout cela, et bien plus encore, est accessible, offert à la portée de tous. Il ne s'agit pas seulement d'attirer les touristes. Chez les locaux, cette soif d'aventure est cultivée depuis l'enfance.
Les camps scolaires proposent souvent des activités telles que le saut de falaise ou des fêtes d'anniversaire dans des parcs d'aventure aérienne, où l'on apprend dès le plus jeune âge à repousser ses limites. La philosophie locale est claire, essayez-le, une approche qui imprègne chaque aspect de la vie. Ici, il ne s'agit pas de rechercher le risque en soi, mais de vivre pleinement, d'embrasser chaque instant avec intensité. Avec ses paysages dignes d'un décor cinématographique, montagnes majestueuses, crêtes volcaniques, côtes infinies, il est facile de céder à la tentation de l'aventure. L'Agence nationale de voyage ne cache pas son fierté, elle qualifie la Nouvelle-Zélande de capitale mondiale de l'aventure. Quant à Queenstown, cette ville pour les habitants de la Nouvelle-Zélande, le mois de décembre n'est rien d'autre qu'un mardi, une journée ordinaire où l'on tourne complètement la page de l'idée classique des vacances d'hiver. Imaginez un instant cette scène, déballer des cadeaux sous un soleil brûlant, sentir la chaleur du jour d'été qui enveloppe tout, tandis que la friture crépite sur le barbecue installé dans un arbre voisin, quelque part au cœur d'un paysage qui respire la douceur de vivre. En ce moment précis, les festivités de Noël prennent une toute autre tournure, car elles se déroulent en plein été, dans un décor où la chaleur ne laisse pas deviner que l'hiver est passé dans l'hémisphère nord. La scène évoque une ambiance toute différente de celle que l'on connaît habituellement, pas de cheminée ni de flocons de neige, mais plutôt l'odeur de crème solaire parfumée, le bruit apaisant des vagues qui viennent caresser la plage, et le chant mélodieux des oiseaux exotiques, comme les tsicates, qui résonnent dans l'air chaud. Imaginez maintenant un dîner de Noël organisé en plein air, avec un barbecue qui grésille dans les arbres, à la lueur du soleil couchant, où l'on déguste des fruits frais en lieu et place des plats traditionnels lourds et riches. La table est décorée de guirlandes lumineuses suspendues entre les branches, mais au lieu de chants de Noël traditionnels, on entend peut-être le son d'un ukulélé joué par un musicien local, ou bien des chansons estivales, adaptées au contexte. Sur cette plage, le Père Noël ne se présente pas en costume rouge traditionnel, mais porte un t-shirt léger et des sandales, arrivant peut-être en jet-ski ou descendant du ciel en parachute. La magie opère toujours, mais sous une toute autre formule, pas de traîneau ni de reine, mais des moments de convivialité où l'on échange des cadeaux avec un sourire ensoleillé, souvent en short et tongs, tout en profitant du spectacle naturel qui nous entoure. Ce qui rend cette expérience si particulière, c'est que, même dans ce contexte estival, certaines traditions persistent, mais avec une touche locale. Par exemple, beaucoup regardent des films de Noël enneigés, tout en pulvérisant de la neige artificielle sur les fenêtres pour recréer l'ambiance hivernale, ou chantent des chansons de Noël en version estivale, où Jingle Bells peut se transformer en clochette sous le soleil. Tout cela donne naissance à une sorte d'hybride ludique entre hiver et été, une nostalgie douce amère mêlée à la sensation de liberté que procure la plage. Les locaux adorent cette façon inhabituelle de célébrer, car elle offre une expérience différente, authentique, et surtout, pleine de joie simple. Noël en Nouvelle-Zélande devient ainsi une fête pieds nus, avec du sable sous les pieds, du soleil dans l'air, et une atmosphère détendue, où la convivialité prime sur la tradition stricte. Passons maintenant à un autre aspect de ce pays fascinant, sa réputation comme le meilleur lieu au monde pour prendre sa retraite. Existe-t-il un endroit où l'on peut se réveiller chaque matin avec une vue imprenable sur des sommets enneigés, siroter un verre de vin sur la terrasse d'un domaine viticole, ou encore se promener le long de plages désertes, où le seul bruit est celui des vagues? La réponse est oui, et ce n'est pas une simple rêverie, mais la réalité quotidienne en Nouvelle-Zélande. Ce pays, qui figure régulièrement parmi les destinations privilégiées des retraités, offre une qualité de vie exceptionnelle, grâce à un air pur et frais, à un taux de criminalité très faible, et à un système de santé à la fois fiable et abordable. Ici, la beauté des paysages ne se limite pas à l'aspect visuel. Elle inspire aussi une véritable spiritualité de calme et de sérénité, qui invite à la réflexion et à l'épanouissement personnel. Le classement mondial de la paix place systématiquement la Nouvelle-Zélande parmi les 3 nations les plus pacifiques de la planète, ce qui en fait un lieu idéal pour vivre ses années de retraite en toute tranquillité. Mais au-delà de ces chiffres, c'est tout un mode de vie qui séduit les retraités, que l'on choisisse un petit village chaleureux dans le sud de l'île, ou une ville côtière ensoleillée au nord, l'atmosphère y est douce, accueillante et empreinte de charme. Les voisins se connaissent, se saluent par leur nom, et la nature environnante est toujours à portée de main, avec ses sentiers panoramiques accessibles en quelques minutes seulement. La Nouvelle-Zélande enseigne qu'il existe ici une réalité tangible, palpable, qui va bien au-delà de la simple vie quotidienne. Tout un sens de la communauté anime cette région,
se manifestant à travers une multitude d'activités et de rassemblements qui tissent le tissu social avec soin et passion. On peut ainsi participer à des clubs de lecture où se croisent des esprits curieux, ou encore fréquenter des marchés de producteurs locaux où la fraîcheur et l'authenticité sont rois. Les cours de céramique offrent une occasion d'explorer la créativité, tandis que les groupes de marche encouragent à découvrir la nature environnante tout en forgeant des liens solides. Toutes ces activités ne sont pas des exceptions ou de simples loisirs, mais font partie intégrante de la vie quotidienne, contribuant à renforcer le sentiment d'appartenance et d'harmonie dans cette communauté. Malgré le fait que la Nouvelle-Zélande ne soit pas considérée comme l'un des pays les moins chers du monde, la qualité de vie qu'elle offre rend chaque dollar dépensé ici véritablement utile et justifié. La richesse culturelle, la beauté des paysages, la convivialité des habitants et la préservation de traditions authentiques font de cet endroit un lieu où l'on ne cherche pas à disparaître dans l'anonymat, mais où commence une véritable aventure humaine, un récit riche de sens et de conscience. Ici, la vie prend tout son sens, s'inscrit dans une dynamique où l'on vit pleinement, en étant conscient de chaque instant. Et ce n'est pas un hasard si cette région devient un point de départ pour des expériences inoubliables, mêlant tradition et modernité dans un tourbillon de spectacles, de feux d'artifice, de défilés de rue et de fêtes colorées. La Moria, avec ses traditions ancestrales, se mêle à des célébrations modernes pour créer des vacances inoubliables, où chaque instant devient une page d'histoire vivante. En quatrième lieu, la Nouvelle-Zélande se distingue par ses festivals vibrants qui méritent d'être découverts sans tarder. Que se passe-t-il lorsque des traditions ancestrales rencontrent un style contemporain sous un ciel étoilé? Les vacances dans cette contrée ne se résument pas à de simples événements, mais constituent une véritable scène où l'art s'entrelace avec la nature dans une harmonie parfaite. Si l'attention des touristes se porte souvent sur les paysages à couper le souffle de ce pays, il ne faut pas oublier que ce sont également ces festivals qui donnent vie à ces panoramas spectaculaires, transformant la nature en une toile vivante. Le festival Matariki, célébrant le Nouvel An maori, rassemble des histoires ancestrales, des feux d'artifice éclatants et des repas partagés, créant des vacances lumineuses marquées par le renouveau et la renaissance. Le Festival du monde de l'art portable à Wellington élève la mode au rang d'un théâtre surréaliste, où chaque vêtement devient une œuvre d'art, une expression de l'âme créative locale. Les amateurs de musique, quant à eux, se réunissent lors du festival d'été WM20, organisé dans les vignobles qui surplombent l'océan Pacifique, offrant une expérience sensorielle unique alliant saveurs, sons et paysages. Les villes côtières, quant à elles, se remplissent d'arômes de cuisine festive, de processions illuminées par des lanternes, de danses haka envoûtantes et de projections de films en plein air sous un ciel étoilé. Même dans les plus petits villages, la vie locale s'anime par des traditions lumineuses et singulières, témoignant de la vitalité et de la richesse culturelle de ces communautés. Le soir venu, lorsque le vent caresse doucement la vallée, on peut entendre le murmure de la nature, seul compagnon dans ce décor paisible. Mais le lendemain, la journée s'annonce spectaculaire avec l'illumination des danseurs de feu, dont la performance éblouissante attire tous les regards. Ici, la culture ne reste pas enfermée derrière la vitre d'un musée poussiéreux. Elle danse dans les rues, elle invite chaque visiteur à rejoindre son cercle, à faire partie de cette célébration vivante et en constante évolution. Passons maintenant à une autre facette de cette région exceptionnelle, la gastronomie, qui bouscule les attentes et redéfinit la notion même de confort culinaire. La troisième étape de cette exploration nous mène à la découverte d'une cuisine unique en son genre, profondément enracinée dans l'histoire et les traditions maoris, tout en étant ouverte à l'innovation. Existe-t-il un endroit où les fruits de mer sont enterrés dans le sol lors de leur préparation? La réponse est oui, et cette pratique ancestrale témoigne du lien étroit entre la terre et la mer dans la culture locale. La crème glac, il vaut la peine d'essayer le fish and chips, un plat emblématique qui, selon l'expérience locale, est tout simplement meilleur lorsqu'on le déguste pieds nus, confortablement installé sur la plage. Rien ne vaut le plaisir simple de savourer cette spécialité en laissant le sable chaud caresser la peau, avec en toile de fond le doux bruit des vagues qui viennent s'échouer sur le rivage. Bien entendu, en Nouvelle-Zélande, la tradition culinaire ne s'arrête pas là. La célèbre tourte à la viande, un véritable symbole national, fait partie intégrante du patrimoine gastronomique du pays. Elle se décline en une multitude de variantes, allant de la classique garniture de viande hachée à des versions plus sophistiquées, telles que celle à base de poulet dans une sauce crémeuse parfumée au curry, ou encore des recettes originales où des moules fraîches sont enveloppées dans une pâte délicate, nappée d'une sauce riche et onctueuse. Oui,
Il existe même une tarte au moule, un plat étonnant et délicieux qui reflète la diversité des saveurs locales. Pour accompagner ces délices, rien de mieux qu'une glace au poké, cette douceur emblématique garnie de miettes de caramel croustillantes qui fondent doucement en bouche, procurant une sensation de confort absolu, tout en conservant cette touche de nostalgie. En somme, la nourriture en Nouvelle-Zélande dépasse la simple idée de sustenance, elle constitue tout un récit, une culture vivante, un véritable reflet de l'identité locale, enveloppée dans une pâte feuilletée ou une pâte brisée, prête à éveiller vos sens à chaque bouchée. Et tout autour de vous s'étend un paysage si spectaculaire, si cinématographique, que même Hollywood n'a pu résister à son charme. Non, il ne s'agit pas d'un décor de fiction, tout est authentique, réel, et il vous invite à vivre une expérience hors du commun, où chaque instant devient le point culminant du voyage. Passons maintenant au second point. Les lieux incontournables à découvrir absolument lors d'un séjour en Nouvelle-Zélande. Peut-être une terre aussi vaste que le Colorado, voire plus, peut-elle contenir autant de merveilles naturelles? Des glaciers majestueux, des volcans actifs, des plages aux eaux subtropicales, ainsi que des fjords d'une beauté à couper le souffle. Et tout cela accessible en quelques heures de route, car la Nouvelle-Zélande, malgré sa taille modérée, cache une diversité impressionnante. Ce pays ne se contente pas d'étonner, il éblouit, en laissant chaque visiteur sans voix face à ses paysages uniques. Sur l'île du Sud, les rochers escarpés et les chutes d'eau de Milford Sound semblent presque sortir d'un conte mythologique, évoquant des visions de légendes anciennes. La ville de Queenstown, quant à elle, attire aussi bien les amateurs de sports d'hiver que ceux en quête d'aventure, avec ses stations de ski de renommée mondiale et ses activités extrêmes. Plus au nord, se trouve Rotorua, célèbre pour ses geysers impressionnants et sa culture maori authentique, qui offre un aperçu précieux de l'histoire et des traditions indigènes. Les grottes de Waitomo, illuminées par des milliers de lucioles bioluminescentes, créent une atmosphère féerique, tandis que les îles environnantes offrent des possibilités infinies de kayak, de baignade avec les dauphins et de détente sur des plages dignes des cartes postales. Même dans les villes, la vie s'intègre harmonieusement avec la nature. Wellington, niché confortablement entre collines et ports, respire une ambiance dynamique et créative, tandis qu'à Auckland, les volcans et les plages, tous proches, donnent un sentiment d'émerveillement permanent. La Nouvelle-Zélande n'est pas une simple liste de lieux à voir, c'est une aventure sans fin, où chaque étape apparaît comme le point culminant de l'exploration. Jetons maintenant un regard dans les coulisses de ce paradis terrestre, car vivre dans ce pays n'est pas toujours une affaire aisée. La vie y a un coût, et pas des moindres. Pour la troisième partie de cette exploration, abordons la question du prix de la vie en Nouvelle-Zélande. Peut-on, tout en rêvant d'y vivre, faire face à un budget limité ou doit-on se résigner à des dépenses élevées? La réponse est nuancée. Oui, il est possible de profiter de la beauté sauvage de cette terre tout en conservant une certaine prudence financière. La Nouvelle-Zélande offre une nature préservée, une sécurité remarquable et un rythme de vie mesuré, qui séduisent de nombreux expatriés. Cependant, tout cela a un prix. La Nouvelle-Zélande, la disponibilité limitée des logements, en particulier dans les zones urbaines densément peuplées, ne fait qu'accroître la pression sur les prix, qui atteignent des niveaux toujours plus élevés. Cette réalité est si évidente que même ceux qui vivent dans ces villes sensibles à la hausse des coûts ne peuvent la nier ou la masquer. Selon un rapport détaillé de Consumer NZ, publié dans le cadre d'une étude menée d'ici à l'année 2024, plus de 70% de la population néo-zélandaise exprime des préoccupations profondes concernant l'accessibilité à la vie quotidienne, ce qui inclut le logement, le coût de la vie, mais aussi d'autres facteurs essentiels à leur bien-être. Face à ces difficultés croissantes, beaucoup de citoyens cherchent des solutions alternatives, certains cultivent même leurs légumes, profitant de jardins ou de potagers pour réduire leurs dépenses alimentaires, tandis que d'autres prennent la décision courageuse de quitter la grande ville pour s'installer dans des régions plus petites ou moins peuplées, dans l'espoir de diminuer leurs charges financières et d'améliorer leur qualité de vie. Cependant, ce qui est véritablement crucial dans cette dynamique, c'est que malgré ces démarches, une majorité de personnes choisissent de rester dans ces zones urbaines ou rurales, car une expérience unique et précieuse leur lie profondément à ces lieux. En effet, une fois qu'on a respiré l'air le plus pur, qu'on a contemplé la beauté sereine de ces lacs immenses ou qu'on a marché le long de plages silencieuses, il devient presque impossible de s'en détacher. Ces paysages, ces moments de calme et de pureté, créent une empreinte indélébile dans l'esprit, rendant leur abandon extrêmement difficile. Au fond,
Ce que l'on pourrait qualifier de paradis, sur Terre à un coût, souvent élevé, mais pour beaucoup, cette dépense en vaut la peine, jusqu'au dernier centime. Car la vie dans ces endroits exceptionnels offre une expérience que peu de choses peuvent égaler. J'espère que cette réflexion vous a plu et que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Si tel est le cas, je vous invite à continuer votre lecture ou votre visionnage en explorant d'autres contenus, car chaque nouvelle vidéo vous apportera des informations enrichissantes et des perspectives différentes. Votre soutien, même symbolique, nous est précieux, car il nous permet de continuer à produire davantage de contenus captivants et instructifs, afin de partager ces précieux trésors avec un public toujours plus large. N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaîtra à l'écran, car je suis convaincu qu'elle vous plaira énormément. Vous y découvrirez encore plus de choses fascinantes. Enfin, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour indiquer le pays que vous souhaitez explorer lors de nos prochaines aventures, afin que nous puissions préparer un contenu adapté à vos envies. Merci infiniment pour votre attention et votre temps. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, où nous continuerons de vous faire découvrir le monde avec passion et enthousiasme.